André le géant était connu pour sa taille imposante. Mais saviez-vous que sa fille est encore plus grande que lui? Comment a-t-elle grandi pour dépasser la légende elle-même? Et quelle est son histoire? Rejoignez-nous pour découvrir des faits surprenants sur la fille d'André le géant et ce qui la rend unique. Un géant est né. André le géant est né le 9 mai 1946 à Coulommiers, en France, une petite ville située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Paris. Dès son arrivée dans le monde, il est évident qu'il est différent. Pesant 13 livres à la naissance. André était bien plus grand que la moyenne des nouveau-nés. Sa taille à la naissance n'était que le début d'une vie marquée par une croissance extraordinaire. André a grandi dans le village voisin de Molienne, une communauté agricole tranquille. La vie à Molienne était simple et laborieuse. Les parents d'André, Boris et Marianne Roussimoff, étaient agriculteurs. Ils vivaient modestement et travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs 5 enfants. André est l'enfant du milieu et, bien qu'issu d'une famille nombreuse, il se démarque rapidement, contrairement à ses frères et sœurs, qui grandissaient à un rythme normal. André a pris de l'ampleur année après année. À l'âge de 12 ans, il mesurait déjà 1,8 mètres. À l'âge de 14 ans, il mesurait déjà 1,8 mètres. Personne d'autre dans la famille ne partageait ce mode de croissance inhabituel. Certains indices laissent penser que la taille d'André pourrait être d'origine génétique. Son grand-père était apparemment très grand, mais pas autant qu'André le deviendrait. À l'époque, on pensait que sa croissance rapide était un trait de famille. Les médecins n'ont décelé aucun signe de problèmes hormonaux au début. La compréhension médicale de maladies telles que l'acromégalie était limitée, en particulier dans les zones rurales. La taille d'André est donc restée un mystère pour son entourage. Malgré sa taille, André a vécu une vie assez typique au cours de ses premières années. Il va à l'école comme tous les autres enfants du village. Mais même pendant ses premiers jours, il a vécu des choses qui sont devenues légendaires par la suite. L'une des histoires les plus intéressantes de l'enfance d'André concerne le célèbre dramaturge Samuel Beckett. Beckett, qui vivait à proximité et connaissait le père d'André, amenait souvent ce dernier à l'école dans son camion. André étant trop grand pour monter dans le bus scolaire, Beckett a proposé une solution. Ils roulaient ensemble en silence ou en discutant à bâton rompu. Et même si Beckett deviendra plus tard célèbre dans le monde entier, pour André, il n'était qu'un gentil voisin qui l'emmenait en voiture. Mais l'enfance ne dure pas longtemps pour André. Sa famille connaît des difficultés financières et les exigences de la ferme augmentent. Lorsqu'André atteint l'âge de 14 ans, son père le retire de l'école pour qu'il puisse travailler à plein temps sur la terre. André accepte ce changement sans protester, mais il marque un tournant dans sa vie. Il a perdu le dernier morceau d'une enfance normale. À partir de ce moment-là, ses journées sont rythmées par des travaux pénibles. Grâce à sa force et à sa taille, André pouvait faire le travail de plusieurs hommes. Il a aidé la famille à survivre pendant les périodes difficiles, mais le prix à payer était élevé. Il n'a pas eu la chance d'être un adolescent normal. Même si la vie était difficile, André n'a jamais perdu son sens de l'humour ni sa gentillesse. Il était connu à Moliens comme un gentil géant. Les gens se souviennent souvent de lui pour son sourire chaleureux et ses manières polies. Les enfants du village n'avaient pas peur de lui, et les adultes le respectaient. Déjà à l'époque, il avait un certain charisme, une présence tranquille qui attirait les gens. Cela deviendra plus tard l'une de ses plus grandes forces lorsqu'il entrera dans le monde de la lutte professionnelle. La croissance rapide d'André se poursuivra tout au long de son adolescence et l'on finira par en connaître la raison. On lui diagnostiquera plus tard une acromégalie, une maladie rare causée par une surproduction d'hormones de croissance. Cette maladie affectait ses os, en particulier ceux de ses mains, de ses pieds et de son visage. À l'époque, personne ne savait ce qui se passait. André a simplement continué à grandir et les gens ont continué à s'émerveiller de sa taille. Il portait des chaussures de taille 22 et devait utiliser des meubles spéciaux même lorsqu'il était adolescent. Mais il a appris à vivre avec, sans jamais laisser ses différences entraver sa bonne nature. L'enfance d'André a été marquée par la lutte. Le sacrifice est une gloire inattendue. Avant même de monter sur un ring de catch, la lutte l'appelle. À l'âge de 17 ans,
André sait que la vie dans la ferme familiale de Molien ne lui suffit pas. Il a passé des années à travailler la terre, à aider ses parents et à effectuer le dur labeur physique qui accompagne la vie à la ferme. Mais au fond de lui, André s'ennuyait. Il savait aussi qu'il était différent, et pas seulement par sa taille. Il voulait plus de la vie, plus d'excitation, plus d'opportunités et peut-être même un peu d'aventure. C'est donc avec détermination, et de sans plus, qu'il a quitté la campagne pour se rendre à Paris. Au début des années 1960, Paris est un monde complètement différent de celui de Molien. C'était plus grand, plus bruyant et plein de nouvelles expériences. André a accepté divers emplois pour subvenir à ses besoins. Il a travaillé comme déménageur, soulevant facilement des meubles lourds grâce à sa force naturelle. Il est également repéré par des personnes qui ne peuvent s'empêcher de remarquer sa taille gigantesque. Finalement, un promoteur de lutte locale en entend parler. Le promoteur rencontre André et voit immédiatement un potentiel, non seulement dans sa carrure, mais aussi dans sa présence. André est grand, fort et inoubliable. Avec les bons conseils, il pourrait devenir une star. André accepte d'essayer la lutte. Au début, il s'agit d'une petite activité locale. Il lutte dans de petites salles françaises sous le nom de Jean Ferré, un nom inspiré d'un héros populaire français. Il était présenté comme un gentil géant et les fans étaient émerveillés par sa gentillesse et sa force incroyable. Ses premiers matchs lui ont permis d'apprendre les bases du catch. Comment se déplacer sur le ring? Comment raconter une histoire à travers une performance? Et comment se connecter avec la foule? Mais il n'a pas tardé à dépasser la scène locale. Des promoteurs d'autres pays ont commencé à entendre parler de cet imposant Français. Bientôt, André est invité à lutter au Québec, au Canada, où le public aime les personnages plus dramatiques et plus intenses. Là, il est rebaptisé Monster Roussimoff. Ce nouveau nom est censé être plus effrayant et attirer l'attention. Au Japon, où il a également commencé à lutter, sa taille a fasciné les gens. Il se démarque immédiatement, même dans une culture qui respecte profondément la lutte en tant que sport et art de la performance. Mais c'est au début des années 1970 qu'André a pris un tournant décisif, lorsqu'il a attiré l'attention de Vincent McMahon Sr. à la tête de la World Wide Wrestling Federation, qui deviendra plus tard la WWE. McMahon sait qu'André est spécial, mais il sait aussi qu'il ne suffit pas d'être grand. Le monde du catch avait besoin d'un personnage plus grand que nature, quelqu'un que les fans n'oublieraient jamais. McMahon lui donne donc un nouveau nom, André le Géant. Le changement de nom n'était qu'une partie de la stratégie. McMahon a également pris une décision intelligente qui a changé la carrière d'André pour toujours. Il a fait d'André une attraction rare. André ne luttait pas chaque semaine dans la même ville. Au lieu de cela, il devient un événement spécial. McMahon limite soigneusement les apparitions d'André afin que chaque fois qu'il se présente, l'événement soit important. Cela a contribué à construire la légende d'André le Géant. Les fans ne se lassaient jamais de le voir, car c'était toujours une occasion spéciale. André a lutté dans le monde entier, jusqu'à 340 matchs par an. Il voyageait constamment, allant d'un pays à l'autre et d'une ville à l'autre. Il a lutté au Japon, en Australie, au Canada et dans tous les États-Unis. En luttant autant de fois en une année, André n'avait guère le temps de se reposer. C'était épuisant, physiquement et mentalement. Mais il a continué parce qu'il aimait jouer et qu'il comprenait le rôle qu'il avait à jouer pour rendre le catch plus important que jamais. Une partie du succès d'André est due à la manière dont les promoteurs l'ont commercialisé. L'un des aspects les plus célèbres de sa carrière est l'idée qu'il a été invaincu pendant des années. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il a perdu des matchs. Mais les promoteurs ont travaillé dur pour construire ce mythe. Cela a permis aux fans de croire qu'André était imbattable. Cela ajoutait à sa mystique et rendait chaque match plus dramatique. Lorsqu'il montait sur un ring, les gens pensaient qu'ils voyaient quelqu'un d'inarrêtable. Bien sûr, une telle taille ne va pas sans poser de véritables problèmes. André avait du mal à s'adapter aux voitures, aux avions et même aux lits d'hôtel. Des choses aussi simples que manger en public pouvaient poser problème. Les gens le dévisageaient, lui posait des questions ou faisait parfois des commentaires désobligeants. Il se sentait souvent mal à l'aise dans les espaces publics.
Sa santé a également commencé à souffrir des voyages incessants et des effets de l'acromégalie. C'est cette maladie qui l'a fait grandir. Il vivait avec des douleurs dans le dos, les genoux et les articulations, mais il le montrait rarement en public. Au milieu des années 1980, André le Géant était déjà une légende dans le monde de la lutte. Mais sa célébrité est sur le point de toucher encore plus de monde. Non pas sur un ring, mais sur le grand écran. Cette chance s'est présentée avec un film intitulé The Princess Bride. Un conte de fées plein d'humour, d'amour et de combats d'épée. Les créateurs du film, le scénariste William Goldman et le réalisateur Rob Reiner, avaient une personne bien précise en tête pour le rôle de Fedzik, le gentil géant. Il s'agit d'André. Goldman avait en fait écrit le personnage de Fedzik en pensant à André. Il voyait Fedzik comme quelqu'un de grand et de fort, mais aussi de gentil, d'amusant et d'aimable. Pour Goldman, André semblait être le partenaire idéal dans la vie réelle. Rob Reiner est d'accord. Il pensait qu'André pouvait apporter au film quelque chose de spécial qu'aucun acteur formé ne pourrait apporter. Une présence authentique et un charme dû à sa différence naturelle. Mais faire entrer André dans le rôle n'a pas été simple. Tout d'abord, il y a eu la barrière de la langue. L'anglais n'est pas la première langue d'André. Et lire un scénario de film est très différent de mémoriser des répliques de catch ou des interviews. Lors des auditions et des premières répétitions, André avait du mal à prononcer clairement certains mots. Il était nerveux à l'idée de se tromper ou d'être mal compris. Pourtant, Reiner et le reste de l'équipe croient en lui. Ils ont travaillé patiemment avec lui, l'aidant à répéter lentement son texte, parfois plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Sa voix grave et son accent unique ont fini par faire partie de ce qui rendait Fedzik si spécial. Puis vinrent les défis physiques. À cette époque, le corps d'André est déjà très sollicité. Des années de lutte, de voyage et les effets de l'acromégalie lui ont causé de graves douleurs dorsales. Il ne pouvait plus bouger comme avant. Des simplest gestes, comme se pencher ou rester debout trop longtemps, étaient douloureux. Ainsi, lorsque le scénario du film prévoyait que Fedzik rattrape la princesse Bouton d'Or lors d'une chute, l'équipe a dû utiliser un dispositif caché. On a l'impression qu'André l'attrape facilement, mais en réalité, des effets spéciaux et des fils de soutien l'ont aidé à le faire sans le blesser. D'autres ajustements ont également été apportés. Dans une scène, on voit Fedzik monter à cheval. Mais les chevaux ordinaires ne pouvaient pas porter en toute sécurité une personne aussi grande qu'André. L'équipe a donc dû installer une selle spéciale et guider le cheval avec soin, en veillant à ce que tout soit équilibré. La taille d'André a joué un rôle important dans l'histoire. Mais cela a aussi rendu le tournage plus compliqué que prévu. Malgré tous ces obstacles, André s'est donné à fond dans ce rôle. Devant la caméra, Fedzik est devenu exactement ce que Goldman et Reiner avaient imaginé. Un géant au grand cœur. Les fans adoraient la façon dont André prononçait ses répliques. En particulier les rimes douces et idiotes avec son partenaire de crime, Inigo Montoya. Ses répliques les plus célèbres, comme Fedzik, étaient drôles, bienveillantes et fortes. Le public s'est instantanément attaché à lui, et la chaleur naturelle d'André transparaît dans chaque scène. Lorsque le film The Princess Bride est sorti en 1987, il a connu un énorme succès. Le public n'était plus seulement un public de lutteurs. Les gens de tous âges ont pu voir une autre facette d'André. Pour beaucoup, ce film a été leur première rencontre avec lui. Il n'était plus seulement un géant sur le ring. Il était une star de cinéma, et une star avec du cœur. André lui-même était extrêmement fier de ce rôle. Il emportait partout avec lui une cassette VHS de The Princess Bride. Ses amis et collègues ont dit qu'il la montrait souvent aux gens, fier de ce qu'il avait fait. C'est son rôle préféré en dehors du catch. Pour André, ses rôles représentaient bien plus qu'un simple jeu d'acteur. C'était la preuve qu'il pouvait être plus que ce que les gens attendaient de lui. En 1987, André le Géant n'est plus une simple attraction de catch. C'est une superstar mondiale. Mais cette année-là, quelque chose d'encore plus important s'est produit. Il est monté sur le ring pour ce qui allait devenir l'un des matchs les plus importants et les plus commentés de l'histoire de la lutte professionnelle. Andre the Giant contre Hulk Hogan à WrestleMania 3. Hulk Hogan à WrestleMania 3.
Il ne s'agissait pas d'un match ordinaire. Il a été soigneusement conçu comme un combat entre deux légendes. André a été présenté comme invaincu pendant 15 ans, une force inarrêtable. Peu importe que cette série soit totalement vraie ou non. Les fans y ont cru. De l'autre côté, il y avait Hulk Hogan, le héros américain en pleine ascension et le visage de la World Wrestling Federation. Hogan était bruyant, musclé et plein d'énergie. Il était tout ce que les jeunes fans aimaient dans les années 1980. Vince McMahon, le patron de la WF, savait qu'en réunissant ces deux géants, il créerait un moment que les gens n'oublieraient jamais. WrestleMania 13 a eu lieu le 29 mars 1987 au Pontiac Silverdome dans le Michigan. Plus de 93 000 fans ont rempli le stade, ce qui en fait l'une des plus grandes foules de l'histoire de la lutte. Des millions d'autres personnes ont suivi l'événement depuis leur domicile. L'événement a été commercialisé autour d'un thème central. Hulk Hogan pourrait-il vaincre André le Géant? En coulisses, les choses ne sont pas aussi parfaites qu'elles en ont l'air. La santé d'André décline rapidement. Des années de lutte, de voyage et de traitement de l'acromégalie. Un trouble hormonal à l'origine de sa croissance extrême. Lui ont fait payer un lourd tribut. En 1987, son dos était dans un état lamentable. Il peut à peine marcher sans douleur. Rester debout pendant de longues périodes lui fait mal. Monter sur le ring était déjà difficile. Mais André refuse d'abandonner. Il a insisté pour faire le match, peu importe la douleur qu'il ressentait. Pour tenir le coup, André a pris des analgésiques. Certains rapports disent qu'il était à l'agonie tout au long de l'événement. Mais il n'a jamais laissé les fans s'en rendre compte. Il savait que ce moment était plus important qu'un simple match de catch. C'était un tournant. André approchait de la fin de sa carrière. Hogan devenait le nouveau visage de la lutte. Ce match a été un passage de flambeau, physiquement et symboliquement. Le match lui-même n'a pas été une longue bataille technique, mais il n'avait pas besoin de l'être. Il a raconté une histoire. André a dominé en début de match, utilisant sa taille pour épuiser Hogan. La foule était entièrement derrière Hogan, l'encourageant. Chaque coup de poing, chaque mouvement fait monter la tension. Puis vint le moment qui marqua l'histoire. Devant des milliers de fans hurlant, Hogan soulève André et le plaque au sol. Personne ne pensait que ce geste était possible. À l'époque, André pesait plus de 500 livres, et Hogan n'avait jamais soulevé une telle charge devant un public aussi nombreux. C'est Body Slam. Suivi du mouvement des finitions de Hogan, le leg drop. Scellait la victoire. Hogan cloue André au sol et la foule explose. Ce moment est encore diffusé aujourd'hui dans les bandes d'images les plus marquantes. Il est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du catch. Pour les fans, il est inoubliable. Pour André, c'était le moyen idéal de rendre l'appareil à l'entreprise qu'il avait contribué à bâtir. Il a laissé Hogan gagner. C'était la façon pour André de soutenir l'avenir du catch, même s'il ne pouvait plus en être la star principale. En coulisses, Hogan a toujours fait preuve d'un profond respect pour André. Il a souvent dit qu'il était nerveux à l'idée du match et qu'il n'était pas sûr qu'André le laisserait gagner. André, en bon professionnel qu'il était, a donné la vedette à Hogan sans hésiter. Il savait ce qui était le mieux pour l'industrie. À ce moment-là, André a contribué à créer une nouvelle ère de lutte tout en consolidant sa propre place en tant que légende. Après WrestleMania 3, André a continué à lutter pendant quelques années encore, mais son corps ne cessait de se dégrader. Pourtant, ce match est devenu l'apogée de sa carrière. C'est à ce moment-là qu'André n'est plus seulement un lutteur, mais qu'il fait partie de la culture populaire américaine. Des gens qui ne regardaient même pas la lutte savaient qui était André le Géant. Son image, sa taille et sa gentillesse sont devenus célèbres dans le monde entier. Au fil des années, le poids de la vie et de la lutte sur le corps d'André le Géant devient de plus en plus difficile à ignorer. L'homme qui avait autrefois émerveillé le monde par sa taille et sa force vivait désormais avec une douleur quasi constante. Sa santé déclinait et chaque mouvement devenait plus difficile. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, la mobilité d'André est particulièrement réduite.
Ses blessures au dos étaient graves et le simple fait de rester debout pendant de longues périodes lui causait de l'inconfort. La marche est devenue lente et douloureuse. Il évitait les voyages en avion lorsqu'il le pouvait, car l'exiguïté des sièges était presque insupportable. Son état a été aggravé par l'acromégalie, le trouble hormonal à l'origine de sa croissance extrême. Cette maladie n'a pas seulement fait grossir ses os et ses organes, mais a également entraîné une série de problèmes de santé graves, notamment des problèmes cardiaques et une dégénérescence des articulations. Alors que les apparitions publiques et les dates de lutte ralentissent, André commence à passer plus de temps dans son ranch Delaware Bay, en Caroline du Nord. Le ranch lui offre la paix et la tranquillité, un endroit où échapper aux caméras, au bruit et aux déplacements constants. Il élevait des chevaux et appréciait le calme de la vie rurale. C'est devenu son sanctuaire. Il pouvait s'y détendre, loin de la pression du rôle d'André le Géant, et être simplement lui-même, André René Roussimoff. Mais même dans sa vie privée, les problèmes de santé d'André se poursuivent. Il utilisait toutes sortes de supports pour se déplacer. Il parlait rarement de la douleur qu'il ressentait, mais ses proches savaient à quel point il souffrait. Ses amis ont dit qu'il riait encore, qu'il souriait encore et qu'il faisait encore des blagues. Mais derrière tout cela, il était fatigué. L'homme qui luttait autrefois 300 fois par an pouvait à présent à peine sortir du lit sans aide. En janvier 1993, André est retourné en France pour assister aux funérailles de son père, Boris Roussimoff. Alors qu'il séjourne dans un hôtel parisien, André décède dans son sommeil d'une insuffisance cardiaque congestive. Il avait 46 ans. Malgré tout ce qu'il avait enduré, sa mort s'est déroulée dans le calme. Il n'y avait ni caméra ni interview, juste le silence. Un géant est tombé, non pas sur le ring, mais seul dans une chambre d'hôtel. Sa mort a choqué le monde de la lutte. Les lutteurs, les promoteurs et les fans ont réagi avec une profonde tristesse. Vince McMahon, Hulk Hogan et bien d'autres ont raconté l'humour, la force et la gentillesse d'André. Bien qu'André se soit fait discret au cours des dernières années, son influence ne s'est jamais démentie. L'industrie savait qu'elle avait perdu quelqu'un de vraiment unique. André n'était pas seulement un lutteur. Il était un symbole de la lutte elle-même, en particulier dans les années 1970 et 1980. L'incinération d'André a posé des problèmes en raison de sa taille gigantesque. Les centres de crémation habituels ne pouvaient pas accueillir un homme de la taille d'André. Finalement, des dispositions ont été prises et ses cendres ont été dispersées dans son ranch en Caroline du Nord, son endroit préféré, là où il se sentait le plus chez lui. Il n'y a pas eu de grandes funérailles ou d'hommages élaborés. C'était le souhait d'André. Il ne voulait pas d'un grand événement ni d'une grande attention de la part des médias. En fin de compte, l'homme qui avait été plus grand que nature voulait quitter le monde sans faire de bruit. La paternité et la célébrité. Malgré toute la gloire qu'André le Géant a acquise au cours de sa vie, le seul rôle qui est resté compliqué est celui de père. Derrière les caméras et les projecteurs du catch, André avait une vie personnelle que très peu de gens ont pu voir. L'une des parties les plus émotionnelles et les plus complexes de cette vie privée était sa relation avec une femme nommée John Christensen et leur fille, Robin Christensen Roussimoff. André a rencontré John Christensen au début des années 1970. John n'était pas seulement mannequin. Elle travaillait également dans les relations publiques pour l'industrie du catch. Elle était grande, mesurant plus de 1,8 mètres, ce qui attirait naturellement l'attention lorsqu'elle était avec André. Ensemble, ils formaient une paire frappante. Leur relation n'a jamais été officiellement confirmée en tant que mariage, bien que de nombreuses personnes aient supposé qu'ils étaient mariés en raison de la durée de leur relation. En réalité, leur relation a été intermittente pendant plusieurs années, de 1972 aux années 1980. Ils ont gardé leur vie privée et se sont tenus à l'écart des médias. En 1979, John a donné naissance à une fille nommée Robin Christensen Roussimoff. Robin est le seul enfant d'André. Sa naissance aurait dû être un grand moment pour André, mais la vie ne s'est pas déroulée de la manière habituelle. Bien qu'André ait reconnu Robin comme sa fille, le lien entre eux était limité. Au cours de sa vie,
Robin a rencontré son père que 5 fois. Quelques raisons essentielles expliquent pourquoi André et Robin n'ont jamais pu nouer de liens étroits. La première est l'emploi du temps d'André. Étant l'un des lutteurs les plus demandés au monde, il voyageait constamment. Certaines années, il a participé à plus de 300 matchs, se déplaçant d'un pays à l'autre tous les 2 jours. Il n'avait pratiquement pas le temps de se reposer, et encore moins de construire une relation avec sa fille. Les appels téléphoniques étaient rares et les visites en personne presque impossibles à organiser. Mais la distance n'était pas seulement physique, elle était aussi émotionnelle. André a vécu sa vie comme une figure mythique, quelqu'un de plus grand que nature. Pour la plupart des gens, il n'était pas seulement un homme, il était le géant. Cette image publique l'a empêché de mener une vie personnelle normale. En ce qui concerne la paternité, André a peut-être eu du mal à passer du statut de star mondial à celui de père. Ses proches ont dit qu'il tenait à Robin, mais qu'il ne savait pas comment être père. Il y a peut-être eu de la culpabilité, de la confusion ou même de la peur, des émotions dont il parlait rarement. Jean a également joué un rôle dans le déroulement des événements. Après avoir donné naissance à Robin, elle s'est installée aux États-Unis et a élevé seule sa fille. Jean a pris la décision délibérée de tenir Robin à l'écart des projecteurs. Elle voulait que sa fille grandisse dans un environnement calme et normal, loin du chaos du monde de la lutte. Si cette décision a permis de protéger Robin du regard du public, elle a également créé une distance encore plus grande entre elle et André. Les rares fois où ils se sont rencontrés ont souvent été brèves et maladroites, avec peu de temps pour développer une véritable connexion. La partie la plus déchirante de cette histoire est survenue à la fin de la vie d'André. André est mort en janvier 1993, alors qu'il se trouvait à Paris pour les funérailles de son père. Mais Robin ne l'a appris qu'un mois plus tard, non pas par sa famille ou ses amis, mais par l'un des avocats d'André. Cette nouvelle tardive a rendu la perte encore plus difficile. Elle l'avait à peine connu, et maintenant il n'était plus là. Il n'y a pas eu d'ultime conversation ou d'adieu. Pourtant, l'ombre du géant. Robin a été élevé principalement par sa mère, Jean Christensen, aux États-Unis. Jean avait travaillé dans les relations publiques pour le catch et avait rencontré André par ce biais. Elle était également grande, plus de 1,8 mètres, et avait attiré l'attention d'André en partie à cause de leur stature physique commune. Mais leur relation n'a jamais été officiellement reconnue comme un mariage et, à la naissance de Robin, ils s'éloignaient déjà l'un de l'autre. L'enfance de Robin a été marquée par l'intimité et la curiosité. Beaucoup de gens savaient qu'elle était la fille d'André, ce qui attirait l'attention, parfois de manière non désirée. Mais sa mère a essayé de la protéger du public, en lui donnant une vie aussi normale que possible compte tenu des circonstances. Plus tard, Robin a parlé ouvertement de l'étrange mélange entre le fait d'être lié à quelqu'un d'aussi célèbre et celui de se sentir éloigné de lui personnellement. Physiquement, Robin a hérité de certains traits de son père. Elle est grande et forte, ce qui lui a permis de se démarquer, tout comme son père. Mais elle est aussi connue pour sa forte volonté et son indépendance. Contrairement à André, qui s'est lancé dans le catch dès l'adolescence et est devenue une star internationale, Robin a choisi sa propre voie, et elle n'a pas toujours été sous les feux de la rampe. À un moment donné, Robin a envisagé de faire carrière dans la lutte, compte tenu de son héritage et de son apparence. De nombreux fans et promoteurs étaient curieux de voir ce qu'elle pouvait faire. Elle s'est entraînée et a tenté sa chance. Mais en fin de compte, le monde de la lutte n'a pas fonctionné pour elle. Elle ne se sentait pas à sa place. Elle a déclaré dans des interviews qu'elle respectait ce que son père avait accompli, mais qu'elle ne ressentait pas le besoin de suivre ses traces sur le ring. Au lieu de cela, Robin s'est concentrée sur le cinéma, l'art et la narration, en particulier lorsqu'il s'agit de raconter la véritable histoire de son père. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des documentaristes pour donner plus de profondeur et de vérité à la légende d'André the Giant. Elle a notamment participé à 2 projets importants, André the Giant, Closer to Heaven, un documentaire réalisé en 2015, et André the Giant de HBO, qui a permis à une nouvelle génération de fans de mieux connaître la vie d'André. Le rôle de Robin dans ces projets n'était pas seulement celui de sa fille.
mais aussi celui de gardienne de son héritage. Elle a veillé à ce que les documentaires ne montrent pas seulement l'artiste, mais aussi la personne qui se cache derrière le mythe. Elle a insisté pour que les histoires soient racontées honnêtement, y compris les aspects douloureux de sa vie, comme ses problèmes de santé, sa solitude et l'isolement qu'entraîne le fait d'être si différent des autres. Pour Robin, ces vérités étaient essentielles pour comprendre qui André était vraiment. Aujourd'hui, Robin mène une vie relativement privée à Seattle. Elle n'est pas une célébrité publique et choisit soigneusement ses apparitions. Lorsqu'elle prend la parole, c'est généralement pour soutenir l'héritage de son père ou pour participer à un événement auquel elle croit. Il lui est arrivé d'assister à des conventions de fans ou de participer à des interviews, mais elle le fait selon ses propres termes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo.